Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal du vendredi. Nous sommes le 11 décembre et aujourd'hui nous verrons comment l'agglomération de Versailles Grand Parc prépare l'avenir des transports. Acteurs publics et privés viennent de signer un accord cadre pour développer de nouveaux projets d'ici 2025. La fête des Lumières, c'est en ce moment pour la communauté juive. Nous en parlerons en plateau avec le rabbin Mendel Nissenbaum. Et puis comme chaque vendredi, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, les élections régionales, la COP 21 et les préparatifs de Noël. La communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc a réuni hier jeudi à l'hôtel de ville de Versailles 6 acteurs publics et privés pour la signature d'un accord cadre sur les déplacements de demain. Un accord qui prévoit la mise en place de plusieurs projets liés aux problématiques environnementales, de transport, de déplacement économique et d'aménagement. Il est question donc à présent de mobilité de demain avec ce sujet signé William L. Après la démonstration d'un véhicule autonome à Versailles le 6 novembre dernier, la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc poursuit son engagement d'ouverture aux mobilités innovantes avec la signature d'un accord cadre hier réunissant 6 acteurs publics et privés. L'enjeu, c'est de s'appuyer sur un existant, s'appuyer sur l'existence de pôles de recherche très importants dans Versailles Grand Parc et d'afficher clairement la couleur. Nous ne sommes pas un lieu du passé, nous sommes un lieu vraiment dans la révolution technologique. VDCOM, la CEREM, l'Université de Versailles-Saint-Quentin et Air Liquide ont ainsi apporté leur engagement aux 4 objectifs de cet accord. Créer des lieux d'innovation, démontrer le savoir-faire des entreprises du territoire, apporter de nouveaux services et améliorer la qualité de vie des habitants. C'est avant tout au service du bien-être et de la qualité des personnes du territoire, et la technologie est à ce service. Donc c'est bien évidemment tout ce qui est électrification du véhicule autonome, connectivité, etc., qui devra aboutir au bout à un vrai service. L'objectif de l'accord cadre, c'est de créer un écosystème entre nous qui sommes producteurs et distributeurs d'hydrogène, et puis, je dirais, les usagers, la ville, l'agglomération. Et cet accord cadre va nous faciliter la vie, va nous permettre d'aller plus vite, de façon à avoir une adoption de cette nouvelle forme de mobilité dans l'écosystème de Versailles Grand Parc. 1 600 000 € ont déjà été débloqués par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc pour élargir la capacité d'accueil des laboratoires du plateau de Satory. Dans un deuxième temps, la SNCF rejoindra aussi cet accord cadre pour concevoir et penser les échanges de demain. Un tout autre sujet à présent dans l'actualité, puisque c'est bientôt Noël, nous allons bientôt déposer des cadeaux au pied des sapins, mais peut-être aussi parfois au pied d'un cactus de Noël. Pourquoi pas? De nouvelles plantes pourraient remplacer les traditionnels sapins. Nous sommes allés découvrir les nouvelles tendances avec Fanny Bourdillon. Sapin, couronne et houx, Noël est aussi l'occasion de décorer son intérieur. Mais au traditionnel sapin, il existe de nombreuses autres plantes de Noël, moins encombrantes et bon marché. On a le cactus de Noël, donc Schlumbergera, qui est une fleur de saison, puisqu'elle fleurit vraiment à cette époque de l'année, et qui est très résistante et qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Ça demande peu d'entretien et surtout ça va refleurir chaque année à cette époque-là, à l'époque des fêtes de fin d'année. D'autres préféreront fabriquer leur propre sapin. Il suffit de quelques éléments de décoration et d'un peu d'imagination. Petit budget, petite place, on peut aussi fabriquer soi-même son petit sapin de Noël avec des éléments assez simples, des branches, un peu de récup, un peu d'imagination et puis voilà, un petit côté festif et déco, très tendance. Dernière idée déco simple à réaliser, prenez des ballots de branches que l'on pourra teindre, rajoutez-y quelques branches de sapin, sans oublier les guirlandes et incontournables boules de Noël. Voilà pour ces quelques conseils déco. Pour la 3e année consécutive, le réseau Century 21 France organisait une collecte de jouets en faveur des familles défavorisées. Pour cette période de fin d'année, l'agence Century 21 de Trappes a organisé une soirée de remise de ces jouets aux associations. C'était en début de semaine. Cette année, cette agence immobilière a établi un record avec plus de 4000 jouets collectés pour le mois de novembre. La Croix-Rouge française, l'association Enfance et Partage pourront donc garnir les sapins des enfants les plus démunis. Toutes les familles de Trappes étaient invitées à cette fête, ainsi que les commerçants, les chefs d'entreprise qui ont participé. On écoute la directrice de l'agence Century 21 de Trappes. C'est important puisqu'on est impliqué au quotidien avec nos clients sur le terrain. Ça nous permet de gagner en notoriété, d'être près d'eux
Aujourd'hui, l'idée, c'est d'être acteur local. On aime notre commune, on aime la commune de Trappes, on aime les trappistes. Et donc, au-delà du travail quotidien qu'on peut leur apporter en tant que service de proximité, c'est aussi partager des moments heureux avec ces personnes qu'on croise tous les jours et avec qui on partage énormément de projets. Nous parlions de Noël, nous allons à présent parler d'Hanouka. Je reçois le rabbin Meden Lisenbaum. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. C'est en ce moment la fête des Lumières jusqu'au 14 décembre. Vous célébrez la résistance du judaïsme face à l'envahisseur. C'était il y a plus de 2000 ans à travers l'allumage de ce chandelier, la menorah. On va revenir peut-être quand même sur l'origine de cette fête. C'est la résistance du peuple juif, c'est ça ? Tout à fait, c'est la résistance du peuple juif contre ce peuple envahisseur qui était le peuple grec, mais à l'époque d'Antiochus IV, donc juste après Alexandre le Grand, où ont envahi la Judée pour imposer justement leur culture et leur manière de vivre. Et chaque année, vous célébrez en allumant le chandelier. En allumant le chandelier, exactement, cette menorah, ce fameux chandelier, puisqu'il y avait le chandelier d'or qui était dans le temple, qui était à 7 branches. Le nôtre était à 8 branches, puisque ça dure 8 jours. Et on voit les images, puisque vous organisez aussi chaque année, pour ceux qui résident sur Saint-Quentin en Yvelines, cette cérémonie. Vous allumez l'une des bougies sur la place Choiseul, c'est à Montigny-le-Bretonneux, donc à Saint-Quentin en Yvelines. C'est important d'avoir ce moment d'échange aussi avec les autres communautés religieuses, ou les gens qui sont athées aussi, qui viennent et qui participent. Tout à fait, puisque c'est une commémoration, c'est une fête qui est surtout apport de la lumière. C'est-à-dire c'est une fête qui vient bien montrer que la lumière peut prendre le dessus et doit prendre le dessus. Donc contre un envahisseur, il y en a tout le temps, il y en a à chaque génération, on a le nôtre. Et donc bien sûr c'est là où il faut montrer que la lumière gagne l'obscurité. Oui, justement c'est un moment symbolique particulièrement important en ce moment. Quel regard vous avez en tant que représentant aussi de la communauté juive sur les événements qui se sont produits il y a à peine un mois sur Paris notamment? Alors bien sûr ce sont des événements tragiques et dramatiques. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire sur cet événement, sur ces événements, et pour cette année, tout ce qui s'est passé pendant cette année 2015, c'est qu'il faut prendre le dessus. C'est-à-dire on a eu ces événements, le gouvernement fait tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de tous les Français, et y compris de la communauté juive française, donc il faudrait maintenant prendre le dessus. C'est une des raisons pour laquelle, avec la municipalité, nous n'avons pas annulé les célébrations de Hanouka, cette manifestation qui s'est faite à l'extérieur, mais au contraire, nous l'avons maintenue, puisque c'est là où il fallait montrer que l'obscurité ne gagnera pas. On parle souvent effectivement des inquiétudes des différentes communautés religieuses, que ce soit aussi la communauté musulmane, ils étaient déjà venus s'exprimer sur ce plateau. Il y a une inquiétude aujourd'hui parmi la communauté juive? Alors, il y a une inquiétude qui existe. Elle est vraie, elle est réelle. Une inquiétude qui se passe par rapport à tous ces événements et malheureusement, la communauté juive est une cible, mais en même temps, quand nous voyons que nous sommes entourés et que ce n'a pas été que la communauté juive qui était une cible, puisque les journalistes de Charlie Hebdo, puis les incidents dramatiques du 13 novembre, donc tous ces événements-là montrent en fait que c'est un problème général. Et ce n'est plus la communauté juive, donc c'est les Français qui sommes ici menacés. C'est la raison pour laquelle, en tant que Français, nous sommes avec la France. Et d'où l'importance de se réunir, comme lors de manifestations que vous avez organisées dans le cadre d'Hanouka, avec les bougies qui sont allumées sur le chandelier. On va revenir sur les actions de votre communauté. Ça fait 8 ans, un peu plus, que vous êtes implanté sur Saint-Quentin en Yvelines? Tout à fait, un peu plus de 8 ans. Un peu plus de 8 ans. Quelles sont les différentes actions que vous développez justement sur Saint-Quentin? Alors il y a toutes sortes d'actions, c'est comme les manifestations, comme les fêtes, différentes fêtes qui peuvent se dérouler toute l'année. Il y a aussi des après-midi récréatifs pour les enfants. Il y a également de l'aide pour le 3e âge. Donc toutes sortes d'activités, des réunions, des conférences. Unir et réunir le monde. Que représente cette communauté aujourd'hui sur Saint-Quentin en Yvelines? Sur Saint-Quentin en Yvelines, nous avons un peu plus de 350 familles aujourd'hui. Et juste une précision, vous représentez la communauté Lubavitch aussi, si on peut préciser ce que c'est. Alors Lubavitch, en fait, c'est une association qui est basée, le siège pour Paris, sa région, donc bien sûr est basée à Paris. Aujourd'hui, le siège et surtout le siège du mouvement Lubavitch est à New York. À l'époque, Lubavitch, en fait, c'était un petit village qui était en Russie. D'où le mouvement vient, qui est une manière d'appliquer la religion, donc c'est avec certaines coutumes, mais qui... Et quelles sont les différences, justement? Alors, les différences, c'est surtout des petites différences et des manières de pratiquer, donc avec un peu plus de joie, près de certaines habitudes culinaires, mais pas de différence majeure. Mais c'est surtout la manière comment le faire, donc la ferveur qui est mise dans cette pratique, et donc ce mouvement qui est parti de Russie, qui a déménagé à New York
à l'époque de la Deuxième Guerre, et donc aujourd'hui qui est installé à New York et avec des émissaires un petit peu partout. Et notamment à Saint-Quentin en Yvelines, on le disait, ça fait un peu plus de 8 ans que vous êtes installé à Saint-Quentin justement. Il y a aussi dans vos projets la création d'une maison, d'un endroit où vous pourriez avoir des locaux fixes cette fois-ci. Tout à fait. Donc il y a un projet d'un centre culturel qui sera basé sur Montigny. Et on va dire que dans courant 2016, il y aura l'inauguration. Et qu'est-ce que ça va changer d'avoir ces locaux, ce centre culturel pour vous? Donc ces locaux seront là, donc il y aura un endroit fixe cette fois-ci pour pouvoir rassembler les activités, pour pouvoir peut-être même agir plus, puisqu'il n'y aura pas à ce moment-là de déménagement ou de salle à prendre, mais il y aura un local où tout pourra se faire. Un dernier mot qui concerne l'actualité. Les représentants de la communauté juive, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont appelé cette semaine à faire barrage au régional à la liste Front National de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que c'est important aussi de se positionner sur la vie politique pour vous, pour votre communauté? Alors peut-être mes coreligionnaires de la Côte d'Azur et de la région du Sud, donc on préfère le faire. Moi, je m'abstiens de tout commentaire politique. Vous pensez qu'il est mieux de s'abstenir ou que malgré tout vous comprenez qu'ils prennent aussi position et qu'il puisse y avoir des inquiétudes? Je comprends leurs inquiétudes. Je n'ai pas les mêmes inquiétudes. Donc ici sur 50 ans en Yvelines, je n'ai pas de problème là-dessus. Très bien, merci d'être venu en plateau. En tout cas, on va rappeler que pour les élections, c'est important d'aller voter. Voilà, merci. Rabin Meden Lisenbaum nous avoir accompagnés pour le début de ce journal. On passe maintenant au résumé de l'actualité de la semaine, comme chaque vendredi. Nous poursuivons donc comme chaque vendredi avec l'essentiel de la semaine, les principaux sujets traités dans ce journal du lundi au jeudi. Voici le zapping de l'info locale. Valérie Pécresse largement en tête dans les Yvelines. Elle totalise 37,2% des voix. C'est 7% de plus que dans l'ensemble de la région. Les principaux résultats de ce premier tour des régionales dans un instant. C'est une cause qui tient à cœur aux Français chaque année. Le Téléthon, cette immense collecte pour la recherche, notamment en faveur des maladies rares, a engrangé environ 80 millions d'euros de recettes cette année. C'est important de continuer, de ne pas s'arrêter au milieu du gué et de donner l'impulsion pour avoir les résultats concrets, d'avoir les mises sur le marché qui permettront de soigner les premiers patients. L'antenne locale de Greenpeace de Versailles organise une soirée de bilan de la COP 21 à Versailles le vendredi 11 décembre prochain. C'est l'occasion donc de décrypter la COP 21 qui se déroule en ce moment même au Bourget en France. Ce que demande Greenpeace, en fait, c'est de rester sous 2 degrés, c'est d'avoir 100% de renouvelables en 2050 et ainsi de suite. Après, on est inquiet sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui vous a inquiété dans cette COP 21 précisément? C'est qu'il faudrait que ce soit un texte contraignant. Et là, le Alors texte justement, un texte contraignant, si juridiquement, ce que c'est. Voilà, pour les États. Pour les États, justement, les 196 qui sont présents à la COP 21, pour justement atteindre ces objectifs de rester sous l'augmentation de 2 degrés. Ce n'est pas vraiment une surprise cette année. Les cadeaux les plus prisés, ce seront les produits dérivés des licences, entendez, inspirés des films et séries à succès. Et depuis 2 ans, celle qui continue à être demandée par les petits Français, c'est elle. Elsa, accompagnée de sa sœur Anna, se décline cette année encore sous toutes les formes. Ateliers de création, coffrets, poupées et bien d'autres encore. Coût total 1 000 € pour le maire de Bazoches. Ces frais sont indispensables pour ce village de 600 habitants. Une dépense qui est planifiée tous les ans dans son budget. On est sur un budget global d'1 million d'euros, un petit million d'euros. Là, on parle de 1 000 €. 1000, 1500 selon les années, parce qu'on réutilise le matériel de l'année dernière, notamment les guirlandes, bien évidemment, toute la décoration. Et même si les prix augmentent un petit peu, les sapins, on pourra quand même se les payer encore quelques années, j'espère. C'est en musique et en danse que Montigny-le-Bretonneux a fêté Hanouka ce lundi soir. Appelée aussi la fête des Lumières, elle a une portée symbolique très forte pour les Juifs. La coutume veut que l'on allume une bougie par jour de fête. Les terroristes sont sortis de leur sommeil. Alors, Monsieur le Président, apportez-nous un peu de soleil.
Le bras de fer entre formations politiques se poursuit autour de la future gouvernance de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Au 1er janvier, 5 nouvelles communes vont intégrer la Casquie et actuellement c'est le nombre d'élus accordés à l'opposition qui divise. Ainsi la gauche a décidé de ne pas siéger ce soir à l'ultime séance du conseil de la communauté de communes de l'Ouest parisien qui comprend Plaisir, Les Clés-sous-Bois et Villepreux. Donc ça veut dire que pour assurer une charge de travail supplémentaire avec le même nombre de conducteurs, chaque conducteur devra conduire plus de trains qu'avant, à salaire égal. Donc oui, c'est une dégradation évidente de nos conditions de travail, ce qui n'est pas en suite sans poser de problème évidemment sur notre capacité à être vigilant sur la ligne, d'autant plus qu'en interne, cette ligne est connue pour être particulièrement accidentogène. L'essentiel de la semaine, montage signé Pascal Joseph et vous pouvez retrouver toutes ces séquences de l'essentiel sur notre site internet ainsi que l'intégralité de nos reportages et de nos émissions. Dans l'actualité également de cette semaine, on retiendra que la proposition de loi du député maire d'hiver droite de Versailles a été rejetée. Une proposition de François de Mazières visant à faciliter la rénovation des casernes de gendarmerie, notamment celle que vous voyez à l'image du quartier de Satory datant de 1935. Satory qui constitue la plus importante réserve de gendarmes de France avec 6 unités mobiles et le GIGN. 1500 militaires vivraient dans des conditions précaires. Et donc, nous avons proposé, avec mon collègue Serge Rouin, qu'il y ait des financements spécifiques venant de ces crédits des investissements d'avenir qui permettent l'amélioration des casernes. Voilà, c'est des dispositifs exceptionnels, c'est des dispositifs qui existent, un peu complexes, mais quand on veut prendre les choses à bras-le-corps, il faut regarder tout ce qui est possible. La cité d'Elpal, donc une caserne bâtie dans les années 30, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs problèmes majeurs, dont notamment le vitrage qui fait 2 mm d'épaisseur, au niveau isolation thermique, ce n'est rien, c'est du papier. C'est dommage que ces coupures d'eau chaude, ce vitrage et autres deviennent une véritable habitude et que ça rentre dans le sens commun. Alors que si on va dans le secteur civil, jamais ça passerait dans le sens commun. C'est bien dommage. Chaque fin de semaine dans ce journal, les enfants réagissent également à l'actualité locale et nationale. Une séquence préparée par William L. avec les jeunes du collège des Saules de Guyancourt et il sera forcément question des élections régionales. C'est pour élire un président pour chaque région. C'est quelqu'un qui va gérer les régions dont il est élu. Quand il y a quelqu'un qui veut, qui veut être président de la région, il faut que tout le monde vote. Et s'il y a la majorité des gens qui votent pour la personne qui veut être le président de la région, elle peut être le président de la région. Et si ce n'est pas le cas, si c'est moins que la majorité, elle ne peut pas, la personne. En fait, la personne comme ça peut faire quelque chose, par exemple pour la région. Je ne sais pas, elle peut créer de nouvelles routes, elle peut voir c'est quoi qui ne va pas avec les transports en commun, comment régler ça, faire des choses comme ça. C'est important. Moi aussi, ce sera assez important parce que le matin, pour aller au collège, je viens en bus. Donc, je trouve ça assez important parce que moi, il faut quand même 45 minutes de bus pour venir ici, au collège. Surtout, c'est qu'il faut qu'ils disent pourquoi il veut être et il faut qu'il soit motivé. Parce que si on trouve que, que la personne, elle a expliqué pourquoi elle voulait être président d'une région, et par exemple, si ça ne convainc pas trop, on ne vote pas. Mais aussi, des fois, on a le droit de voter blanc, par exemple. Ça veut dire qu'on a envie de voter pour personne. Voilà. Si les présidents ces personnes se décident elles-mêmes, ce serait un peu du grand n'importe quoi. Et après, c'est plutôt aux citoyens de dire qui veulent être représentés par qui. Donc oui, c'est important pour moi de voter. Il y en a qui sont morts pour ça, qui se sont battus pour ça, pour avoir le droit de vote, etc. Et puis il y en a qui ne veulent même pas voter et qui laissent faire les choses. Si on ne vote pas, ça permet à un parti que même si qu'on n'aime pas, de se faire élire, même si on n'a pas envie qu'il se fasse élire, de se faire élire. Si on laisse tout faire, tout passer, à la fin, ce sera n'importe quoi et donc ça ne va pas le faire, quoi. Moi, personnellement, j'aimerais bien aller voter à mes 18 ans. De voter pour un parti qui, pour moi, me semblerait juste pour les citoyens des Français, pour les Français, pour leur avenir, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, pour qu'ils aient une ville, des régions jolies comme elles sont aujourd'hui.
l'actualité locale qui revient dès lundi en direct à 18h sur notre antenne, ce sera avec Florane Parfait, première rediffusion à 19h en replay sur notre site internet www.tvfil78.com. Un mot de la programmation de nos programmes de la semaine prochaine, puisque bien sûr dans le journal nous analyserons les résultats du vote de dimanche. Scrutin indécis pour le second tour des régionales en Ile-de-France. Valérie Pécresse pour les Républicains, l'UDI, le Modem face à Claude Barthelone, Parti socialiste, Front de gauche, Europe Écologie qui sont au coude à coude à l'issue du premier tour. Et troisième candidat dans cette élection en Ile-de-France, Valran de Saint-Just pour le Front National. À noter dès lundi aux alentours de 18h15, une édition spéciale du 7-8 politique. Et puis l'actualité, la semaine prochaine, ce sera également la sortie enfin de l'épisode 7 de Star Wars, le côté obscur. Les salles de cinéma affichent déjà complet sur de nombreuses séances de mercredi. Les plus fans sont même déjà dans les files d'attente dans certaines villes des États-Unis. Nous verrons comment le film est accueilli sur notre secteur. Les images là, c'était plutôt pour les nostalgiques de la première trilogie. Dans un instant sur TV Fil, vous retrouverez Mickaël Elmidoro pour le 7-8 week-end avec les idées sorties et loisirs. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Très bon week-end.